Merci aux membres de la modération. En attendant qu'on ne mette médias, je voudrais sincèrement remercier l'organisateur pour m'avoir invité à ce 8e congrès de la ZID. Remercier un grand merci spécial au Oustaz Bousfiha pour tous les efforts fournis depuis 2008 jusqu'à ce jour, toujours infatigable pour que les déficits immunitaires soient connus et que les enfants ou les personnes atteintes soient prises en charge. Merci à tout le monde. Donc, on m'a demandé de parler un peu des clés de diagnostic des erreurs innées de l'immunité. Je dirais en introduction que les erreurs innées de l'immunité sont un groupe de maladies qui sont pour la plupart d'origine génétique et qui entraînent des mutations qui mettent en difficulté la capacité du système immunitaire à lutter contre les pathogènes, à réguler l'auto-immunité et à moduler l'inflammation. C'est un groupe de maladies. Aujourd'hui, quand on voit la mise au point, la dernière mise au point de l'IUIS, nous sommes autour de 485 maladies différentes, donc pas moins de 500. Et comme vous le verrez plus tard, certaines peuvent mettre en jeu le pronostic vital et parfois entraîner des décès. Donc c'est pour cela qu'il est très important que tous les agents de santé soient sensibilisés à cette thématique pour que nulle part dans le monde un individu atteint ne meurt, ne perde la vie. Et donc, pour parler réellement des erreurs innées de l'immunité, voyons rapidement ce que c'est que l'immunité en lui-même. L'immunité est un système organisé qui nous protège contre les infections. Pas que les infections, on verra plus loin, mais s'il y a une chose à retenir, c'est la protection contre les infections, les agents pathogènes, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites qui nous entourent et qui peuvent de temps en temps pénétrer notre organisme et causer des infections. Le système est organisé, on va dire globalement, en deux grandes parties. Il y a une partie innée et il y a une autre partie qui est adaptative et qui permet de générer plein de cellules, plein de substances qui essaient de lutter contre les envahisseurs. Bon, on verra plus loin après les organes, les cellules, les substances de l'immunité. Donc, en gros, quand on prend le système immunitaire, il lutte contre les infections, mais parfois ça peut gérer les allergies, l'auto-immunité, les inflammations, parfois même déterminer des problèmes de cancer, comme on le verra un peu plus loin. Et aujourd'hui, on a globalement 10 groupes de déficits immunitaires. Selon la dernière classification, je ne les cite pas, vous les verrez tout au long on reviendra un peu tout au long du congrès. Et quand on voit les déficits, les erreurs innées de l'immunité ou les déficits immunitaires primitifs, on va s'habituer un peu au thème après. Donc, la principale présentation, la manifestation qui peut attirer l'attention, ce sont les infections. Les infections par rapport à leur siège, les localisations, par rapport à leur récurrence. Une infection qui est traitée, qui disparaît, qui revient, par rapport à certains pathogènes qui sont parfois des signatures d'un déficit immunitaire, par rapport à la réponse au traitement, notamment l'utilisation d'antibiotiques par voie parentérale sur de longues
durer 1 mois, 2 mois, ça veut dire que le système immunitaire pose probablement un problème. On verra aussi par rapport aux âges auxquels ces maladies s'expriment très tôt dans la vie, un peu plus tard ou très tard pour d'autres formes de maladies. Il faut voir aussi par rapport à ces infections les autres manifestations associées, notamment l'allergie, le retard de croissance, notamment dans le monde pédiatrique, les enfants qui ne grandissent pas, qui sont traités pour malnutrition, qui sont réhabilités, qui ne récupèrent pas. Il faut penser à un déficit immunitaire. Les fièvres au long cours, les signes inflammatoires, qu'il n'y a pas de germes identifiés, sans oublier aussi l'histoire familiale. Les familles dans lesquelles on a des décès en bas âge, plusieurs enfants qui sont décédés en période de jeunes nourrissons, plusieurs cas de décès dans l'état fébrile ou en présence de détresse respiratoire. Il faut penser à un déficit immunitaire primitif et on verra plus tard un peu tout ce qu'il faut faire. J'avais dit tantôt que nous avons 10 groupes de déficit immunitaire. Mais au lit du malade, pour les cliniciens, pour les débutants, on peut garder 4 groupes principaux qui ont été proposés par le professeur Bouchira ici. Donc, c'est les déficits en cellules. Quand on n'a pas de cellules, tous ceux qui s'intéressent au VIH savent de quoi je parle. Il n'y a pas de CD4, il n'y a pas de CD8. Donc, et ça, dans ce cas-là, il y a l'âge d'installation qui est une signature entre 3 mois et 6 mois, lorsque l'enfant commence par perdre la protection maternelle. En ce moment, les problèmes de santé s'installent. Il ne grandit pas, il fait une fièvre, il fait une diarrhée au long cours, il a un muguet qui est persistant. Et quand on fait parfois une radio, on a des lésions interstitielles. Et ça doit faire penser à un déficit immunitaire, notamment au SCID, au déficit immunitaire combiné sévère. C'est-à-dire l'enfant n'a ni de cellules T, ni de lymphocyte T, ni de lymphocyte B. Ça devient un boulevard où toutes les infections opportunistes peuvent proliférer. Le second groupe, c'est le groupe des déficits en anticorps. Il n'y a pas d'anticorps. Donc, on n'a pas d'anticorps. Les manifestations s'installent au bout de 6 mois après qu'on ait perdu les anticorps transmis massivement par la mère. Et en ce moment-là, c'est 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois. Et là, je pense que pour ceux qui ont commencé à s'intéresser au déficit immunitaire, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas louper. 2 pneumonies chez un enfant dans une même année, jusqu'à preuve du contraire, un déficit immunitaire en anticorps. Et que surtout quand vous avez une bronchectasie, il n'y a pas, chez l'enfant, il n'y a pas 2 choses qui donnent bronchectasie en dehors de la mucoviscidose, par exemple. C'est jusqu'à preuve du contraire un déficit immunitaire en anticorps. Et il y a des manières simples pour les confirmer. Vous verrez ça dans une autre présentation. Et la maladie la plus fréquente, fréquemment liée au déficit anticorps, c'est la maladie de Britton. La gammaglobulinémie, il y a la forme liée à l'IS, et après, il y a la forme récessive sur laquelle on pourra revenir tout au long de ces journées. Et l'avant-dernier groupe, c'est le groupe de déficit lié aux phagocytes. Quand l'enfant n'a pas de granulocytes, souvent chez les nouveau-nés, ils ont des abcès profonds. Tout abcès profond du foie, du poumon, jusqu'à preuve du contraire, doit faire évoquer un déficit immunitaire. Et souvent, c'est des neutropénies sévères ou des granulomatoses septiques chroniques. J'attire l'attention de ceux qui prennent en charge les enfants atteints de tuberculose. Il y a beaucoup d'enfants qui ont une granulomatose septique chronique qui sont traités pour tuberculose des années sur des années, notamment dans les formes osseuses.
Donc, parfois, quand on fait quelque chose qui ne marche pas, il faut savoir s'arrêter, se demander est-ce qu'on a vraiment le bon diagnostic et faire les bilans qu'il faut pour essayer de trouver le diagnostic, parce qu'il y a des traitements, dans certains cas, il y a des traitements qui peuvent changer le cours de la vie de ces enfants. Et après, il y a certaines formes qui sont liées à des tableaux cliniques bien connus. Bon, on peut rencontrer après 2 ans de vie. Quand vous avez une ataxie, cholangioplasie et un certain nombre d'autres symptômes comme hypocalcémie, anomalie cardiaque ou les malformations tonotroncales qui peuvent faire évoquer une ataxie cholangioplasie ou une maladie de Guy-Georges. Je peux travailler en néonatologie, connaître bien. C'est donc ce regroupement en 4 différents groupes permet de commencer par s'initier au déficit immunitaire avant d'aller vers les anciens 9 groupes, maintenant 10 groupes à la dernière classification. Comme je le disais tantôt, le plus emblématique, ou la présentation la plus emblématique du déficit immunitaire, c'est le déficit en anticorps qu'il faut savoir diagnostiquer. C'est souvent un garçon qui vient dans son histoire, il vient pour traiter respiratoire avec fièvre, il a des infections respiratoires, pneumonie, des otites à répétition, de temps en temps des infections cutanées. Et quand on fait l'examen, on voit que cet enfant a une pneumopathie chronique. Et quand vous faites les explorations à l'imagerie médicale, vous avez une bronchectasie ou parfois des pansinusites, et cela doit évoquer le déficit en anticorps. Et pour ça, après, il y a des examens à faire sur lesquels le procès Gérila Bakori va revenir. La deuxième forme qu'il faut garder aussi, c'est le déficit en cellules T et B, un déficit combiné. Toujours s'installe autour de entre 3 et 6 mois. Il y a parfois une notion de consanguinité, beaucoup de décès dans le bas âge, dans l'histoire de la famille, l'histoire de décès avec bronchopneumonie, diarrhée, fièvre au long cours. Et quand on l'examine, ce qui frappe surtout dans ces cas-là, 2 principales choses, un retard de croissance important, une émaciation pour ceux qui s'intéressent à la nutrition. Donc l'enfant mange pareil, ce n'est pas un problème de. L'enfant mange, mais il ne grandit pas. Parce que l'énergie générée est utilisée pour combattre les infections opportunistes et non pour grandir. Et vous avez aussi un muguet qui est très fourni, floride, parfois qui s'étend vers l'oropharynx. À la radio, vous avez une pneumonie interstitielle qui est un marqueur de ce genre de déficit. Et là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir, les différentes formes. T-, B-, T-, B+, NK+, NK-. On verra tout ça là dans les jours à venir. Parfois même, il y a des formes de déficit immunitaire avec une sensibilité à un seul gène qui est transmis de façon héréditaire avec toutes les formes possibles. Autosomie récessive dans le premier cas, autosomie liée à l'IS dans le second cas, et parfois autosomie dominante. Et ça, vous avez le groupe de Casanova et de Jean Abel qui travaillent beaucoup sur ces formes-là, qui sont des. L'enfant n'est perturbé par un seul pathogène lié à une mutation précise et dès qu'on découvre ça, on prend en charge et tout rentre dans l'ordre. C'est pour ça qu'il est très important d'établir l'arbre généalogique. Chaque fois que vous voyez un enfant qui a un problème sévère, d'établir l'arbre généalogique, ça peut aider à trouver une solution au problème de l'enfant. Je pense qu'on ne peut pas faire cette communication sans rappeler un peu ces 10 signes qui ont été proposés par
Jeffrey Model Foundation. C'est un couple des États-Unis qui travaille, une fondation qui travaille dans les déficits immunitaires et qui font beaucoup. Ils ont eu des cas un cas familial qui a fait naître leur vocation. Ils font beaucoup de choses. Ils ont proposé 10 signes qui permettent de penser aux déficits immunitaires. Donc ces signes-là, ceux-ci ont été adaptés de ce qu'ils ont proposé. Donc, dès que vous avez un enfant qui a, dans une année, plus de 4 infections, notamment au titre moyenne, aiguë, plus de 4 fois dans une année, ça équivaut à un déficit où le taux des infections équivalent à un déficit immunitaire jusqu'à cause du contraire. Il faut l'évoquer. On le verra plus loin que le diagnostic de déficit immunitaire est clinique. On verra qu'il y a des cas dans lesquels on a des signes patents et le bilan biologique n'est pas en faveur. Donc, il faut retenir que le diagnostic est d'abord clinique. La plupart du temps, 95%, la biologie est contributive, mais elle peut être prise à défaut. Donc, les cliniciens doivent regarder son sens clinique pour dire que ce cas est un déficit immunitaire et proposer un traitement et plus loin, la recherche continuera. C'est comme ça qu'on découvrira de nouvelles classes. Donc, quand vous avez plus de 2 infections de sinusite dans une année, il faut penser à un déficit immunitaire. Un traitement antibiotique qui dit plus de 2 mois doit faire évoquer, et qui n'a pas de résultat, doit évoquer un déficit immunitaire. Je l'ai dit tantôt, plus de 2 pneumonies dans une année chez un enfant équivalent à un déficit immunitaire. Tout au état de croissance, notamment des émaciations, on fait les rapports poids, taille, que l'enfant est à -3, en dessous de -3 d'éducation standard, on fait la réhabilitation, l'enfant ne grandit pas, il faut penser à un déficit immunitaire. Les infections récurrentes profondes de la peau, des organes profonds, des abcès hépatiques, il faut penser à un déficit immunitaire. Les candidoses orales persistantes, pour toute infection mycosée qui persiste, doivent faire évoquer un déficit immunitaire. Les besoins en antibiotiques par voie intraveineuse, les septicémies, on sait aujourd'hui que dans le monde, il y a beaucoup de cas de septicémie avec des gènes résistants. Il ne faut pas oublier les déficits immunitaires. Et toutefois, dans tous les cas où il y a des décès en bas âge dans une famille, de petits enfants qui meurent sans raison et qui a un déficit et qui a une sorte de consanguinité pour penser à un déficit immunitaire. Je rappelle au passage du travail que j'ai eu à faire avec Oussas Boussouka et le professeur Hilal, quand j'étais de passage l'unité d'immunologie clinique de l'hôpital Ibn Roche, pour montrer un peu qu'il y a une corrélation dans la présentation des malades et leur déficit, et les types de déficits. Il y a ce travail aussi qui est intéressant, qui est sous presse, qui a été fait par le groupe de ESID, dans le groupe européen de déficit immunitaire, qui ont montré que la plupart du temps, ce sont les infections, dans 60%, qui font venir les enfants pour des cas de déficit immunitaire. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les organes qui sont en contact avec l'extérieur peuvent être, lorsqu'il y a des problèmes au niveau pulmonaire, au niveau cutané, au niveau digestif, il faut penser à un déficit immunitaire. Mais pour terminer, comme je le disais tantôt, il n'y a pas que les infections. C'est vrai, on a vu là que c'est les infections, mais aussi il y a d'autres choses. Les enfants qui sont traités pour allergie, ça ne marche pas, penser à un déficit immunitaire. Les cas d'auto-immunité, sans raison, c'est lié à un déficit immunitaire, sans oublier les états inflammatoires que certains enfants peuvent présenter, qui est au long cours, qui dure. Pensez à un déficit immunitaire. Donc, chaque fois que vous avez un enfant qui pose un problème sérieux, voilà, sérieux, serious, ou on va dire sévère pour moi,
tout état sévère, tout cas persistant, vous traitez, ça disparaît, ça revient. Tout cas qui n'est pas habituel, unusual, ce que vous n'avez jamais vu, vous découpez chez un enfant un tableau battant, provoquer une difficulté, et notamment quand c'est récurrent, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Toujours penser à une déficit militaire et demander des explorations pour arriver à faire le diagnostic et mettre un traitement, parce qu'il y a des traitements, ça existe. Je terminerai par cette dia. Je remercie sincèrement le professeur Boussouha, même si on a encore du travail à faire par rapport au projets, c'est les 10 commandements pour faire face à un déficit militaire. Je pense que si on peut trouver des copies à distribuer aux participants, ce serait bon. Pour chaque fois que vous avez un problème qui vous paraît bizarre, que vous évoquez un déficit militaire, commencez toujours par faire une sérologie VIH et après vous avez les différents cas qui vous orientent vers déficit en anticorps, déficit en cellules, déficit en phagocytes et déficit d'autres types de déficits. Donc, je terminerai par là, tout en remerciant toute l'assistance et le comité d'organisation. Merci, professeur.